signé Dalila Daniel. Bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci infiniment et merci à ceux qui nous reçoivent chez eux. Effectivement, nous les remercions également. Alors, tu es une femme aux multiples talents, mais aujourd'hui, c'est en tant qu'écrivaine que nous te recevons sur ce plateau. Tu publies un nouveau roman intitulé Dewo. Tu avertis d'ailleurs en préambule qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une passerelle. Alors, nous allons découvrir ensemble pourquoi. Mais avant, ta citation favorite, nous t'écoutons. Tupatu ni d'lo, tupatu ni d'ifé. Partout il y a de l'eau, il y a du feu. Oui. Cette expression, tu la tiens de ta maman. Explique-nous. Oui. Alors, c'est une expression qui s'est profondément ancrée en moi et qui me revient quand j'ai des doutes, quand j'ai des craintes, des peurs, quand parfois je suis méfiante. Cette expression me revient parce que pour ma mère, quand elle disait « tupatu ni d'lo, tupatu ni d'ifé », ça voulait dire tellement de choses. Ça voulait dire que tout le monde a sa chance dans la vie. Parce que l'eau et le feu sont indispensables à la vie. On peut manquer de tout, mais quand on a de l'eau et du feu, on peut au moins se nourrir. Ça voulait dire de ne pas s'inquiéter de l'avenir. Que même si les choses changent, que tant qu'il y a de l'eau et du feu, on peut toujours s'en sortir. C'est ça qu'elle voulait dire par là. Quand je lui disais, mais ça ne te dérange pas qu'on te vole tes idées, tes modèles, mais tupatu ni d'lo, tupatu ni d'ifé. Et c'était une philosophie, une sagesse. Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. Mais souvent, cette expression me revient quand je suis en situation de doute ou d'interrogation. Et quand tu m'as posé la question, bon, évidemment, il y a d'autres expressions qui marquent ma vie, mais c'est celle-là qui s'est imposée parce que je l'affectionne et qu'elle m'aide dans la vie. Qu'elle t'aide au quotidien. Oui. Tu nous présentes donc ton nouveau roman Dewo, que l'on pourrait résumer ainsi, du moins je vais tenter de le résumer. Les membres d'une famille martiniquaise dont une partie vit dans l'Hexagone se retrouvent en Martinique. Le petit-fils Kenzo est féru d'histoire. Il est alors en vacances avec son père chez ses grands-parents martiniquais et il met à profit son voyage sur l'île familiale pour s'immerger totalement dans le passé colonial. Et il va d'ailleurs forcer les membres de sa famille à plonger dans le miroir du passé, pourrait-on dire, pour aussi les obliger à regarder en face ce qu'on pourrait qualifier d'aliénation. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu tu peux compléter si... Non, mais c'est ça. En fait, pour donner un exemple concret, ce personnage de Kenzo, donc qui a 18 ans, qui est un jeune plein de fougue, passionné d'histoire, se balade dans les rues foyalaises avec son père et son grand-père et est interpellé par le nom de certaines rues foyalaises qui sont les noms d'anciens esclavagistes. Et ça, lui, il ne comprend pas. On va dire c'est un peu le début de ton roman. C'est ça, et le début de la quête de Kenzo. Parce que lorsque son grand-père lui dit « on va faire des courses à la rue Blénac », il ne comprend pas. Il dit comment rue Blénac? Parce que comme il est féru d'histoire, bon, il y a des jeunes qui aiment les motos, il y en a qui aiment les filles et tout. Lui, c'est l'histoire. Il avait déjà fait un exposé sur l'esclavage, donc ce nom... Blénac, il le connaît, il sait qui est Blénac, il sait qui est derrière. Le rôle qu'il a joué. Et il dit, comment ça, dans la ville de Césaire, une rue Blénac, et ça le surprend. Et à ce moment-là, armé, on peut dire, de son téléphone et de son IA, son intelligence artificielle, il va scanner tous les noms qu'il va rencontrer et il va finalement découvrir que nous vivons, et il le dit, dans une espèce de musée des horreurs à ciel ouvert. Et il ne comprend pas. Alors, musée des horreurs et ça pose aussi le constat que finalement, nous ne cherchons pas qui est derrière, qui sont les individus derrière les noms qu'on appose dans les rues. Eh bien, c'est ce que ses parents découvrent finalement. Ils découvrent qu'ils ne savent pas qui sont ces gens. Ils les ont toujours trouvés là, ils étaient là, ils sont là. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont aussi réfractaires au changement, ça les rassure que les choses restent ce qu'elles sont. C'est le cas du grand-père. Justement, il y a 3 générations d'hommes qui se confrontent dans ce livre. Le grand-père, le papa et donc Kenzo, notre personnage principal, dirons-nous, même si tous les personnages ont leur importance. Est-ce que donc c'est aussi l'idée que tu te fais de la nouvelle génération, ce Kenzo? Tu l'as dit, lui, il se sert de l'IA justement pour aller plus loin dans ses recherches et dans sa compréhension de l'histoire. Oui. C'est vraiment la vision que tu as de cette nouvelle génération, peut-être plus révoltée, davantage en quête de sens?
Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes préoccupations que les anciens et même que les adultes d'ici. En fait, il faut savoir qu'avec cette histoire, cette interrogation, cette quête, parce que c'est un choc qu'il reçoit et ce choc ne le quitte pas, il vit quand même dans une famille extraordinairement bienveillante et aimante. Et c'est aussi l'histoire de cette famille, le livre. Il y a l'aspect de la quête de Kenzo, et puis il y a cette famille qui se retrouve et dans laquelle des nœuds se dénouent. Il y a un contentieux qui ne dit pas son nom entre le père et le fils, entre le grand-père et le père. Il y a un mystère avec cette grand-mère qui, comme elle le dit si bien, je sais beaucoup de choses qu'on ne sait pas que je sais, et qui devient la complice de son petit-fils. Exactement. Voilà, il y a tout l'entourage familial il y a ceux qui sont pour cette quête et ceux qui sont contre, mais c'est vraiment ce type de famille dont on oublie qu'elle existe, parce qu'on nous parle tellement de ce qui ne va pas, qu'on oublie de nous dire que les familles martiniquaises ont beaucoup d'amour dedans. Même quand il y a des conflits, l'amour, quelquefois, sert de lionnage, finalement, entre les gens. Et donc, c'est l'histoire de cette famille, de ces retrouvailles familiales, et en même temps, avec comme aiguillon ce jeune homme qui arrive, qui n'en a cure de leurs problèmes. Il ne connaît pas la mentalité du pays. Il sait qu'il est antillais parce qu'il est martiniquais et guadeloupéen. Mais il arrive avec sa curiosité, sa sincérité, sa naïveté et son amour. Parce qu'à aucun moment, il n'est violent. Si, une fois, mais on va vite le remettre en place. À aucun moment, il n'exige rien. Il dit simplement, expliquez-moi, pourquoi ? Et il pose la question, et ce sont les réponses qu'on lui fait qui sont intéressantes. Ce roman, tu l'as écrit en à peine 4 mois, et tu dis l'avoir écrit dans un état second, c'est-à-dire Eh bien, à partir du moment... Alors, mon objectif premier était d'attirer l'attention sur cette anomalie qui fait que nous idolâtrons encore aujourd'hui des personnes qui ont été des acteurs extrêmement actifs du crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage. Et également cette période post-esclavagiste qui fut encore plus difficile pour les Martiniquais que ne le fut l'esclavage, puisqu'à ce moment-là, on les maintenait en esclavage, mais on les faisait payer pour ça. Et puis, quand j'ai réalisé l'ampleur de la tâche, le nombre de criminels, le nombre de monstres, le nombre la quantité de travail que ça demandait, c'est un travail de chercheur, de professionnel. Et moi, je n'en suis pas une. Moi, je suis une artiste. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour aborder cette question sans faire la leçon, quoi, sans faire. Je me suis dit, la meilleure manière, vous savez, l'art, c'est ce que Césaire appelait les armes miraculeuses de la créativité. Une chanson peut en dire plus que plusieurs romans. Un roman peut en dire plus que plusieurs livres d'histoire. Et je me suis dit que raconter une histoire, faire les gens rentrer justement dans une histoire où ils peuvent se reconnaître et s'identifier, tout à fait, s'attacher au personnage. Voilà, c'était plus intéressant que de faire le professeur d'histoire, en fait, que je ne suis pas. Non, tu te définis comme une agitatrice culturelle, d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, travail aussi, donc on peut le dire, d'histoire et de mémoire que tu as fait à travers d'autres romans avec Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres et Sacré Vacabond, la suite. Tu as dit que cette saga, je te cite, était une manière de réhabiliter la mémoire des ancêtres qui ne devaient pas souhaiter que nous soyons toujours aussi aveuglés qu'eux après 2 siècles. Là, tu as changé d'avis ou tu as toujours, tu penses toujours que notamment cette nouvelle génération, et je m'en réfère encore une fois à ton personnage principal de Kenzo, est aussi aveuglée, ou est-ce qu'il y a quand même du mieux selon toi ? Je pense que nous sommes plus aveuglés qu'eux. Oui. Nous sommes beaucoup plus... Parce qu'eux vivaient une situation. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça d'eux, parce qu'ils n'étaient pas aveuglés, ils étaient dans cette situation. Mais c'est nous aujourd'hui qui sommes aveuglés, parce qu'on nous fait accepter ce passé, on honore ce passé
tout en nous demandant de l'oublier pour aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on nous dit, et ça c'est ça qui interpelle Kenzo, on nous dit, allez, il faut oublier, finissez avec ça, allez de l'avant. Comment voulez-vous finir avec ça lorsque chaque fois que vous levez la tête, vous regardez un nom qui symbolise la pire partie de cette histoire. Donc comment accepter de vivre en présence de ces monstres? Parce que quand on sait, quand on découvre ce que ces gens ont fait au peuple martiniquais, quand on voit la méchanceté, la cruauté, mon Dieu, la monstruosité de leurs actes, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Comment est-ce qu'on en est encore à écrire leur nom sur des enveloppes, à vouloir restaurer des choses qui leur sont consacrées? On a un problème. Et lui, le Kenzo, qui arrive avec sa naïveté et puis qui s'en fiche de la situation locale. Hein, oui, lui, de la bien-pensance, voilà, et de heurter ou non. Il dit, bon, mais comment c'est? Est-ce que vous imaginez une rue Hitler à Paris? D'ailleurs, il y a des gens qui disent, non, il faut laisser ces rues et mettre une explication ensuite pour dire, attendez, donc à Paris, vous avez une rue Hitler, et puis vous avez, bon, Hitler, il a fait ci, il a fait ça, mais on vous demande, mais qu'est-ce qu'il fait là s'il a fait tous ces crimes? S'il a été, il a fait preuve d'une telle méchanceté, pourquoi l'honorer? Parce que je rappelle que, bien sûr, le fait de nommer un endroit, c'est pour permettre de l'identifier, de le retrouver, de s'orienter. Mais c'est aussi pour honorer une personne. C'est aussi pour mettre à l'honneur une personne qui est censée avoir apporté une contribution significative et positive au lieu ou au peuple auquel ou même au monde auquel nous appartenons. Et là, on se demande comment ça se fait. Alors, ce que j'ai compris, je m'explique, ce que j'ai compris, c'est que de leur temps, il était normal qu'on les honore. Parce que de leur temps, ce qu'ils faisaient, puisqu'on me dit oui, il ne faut pas juger le passé à travers le contexte, il faut penser au contexte. Oui, dans le contexte, ces gens-là, c'était des héros de l'esclavage, c'était des héros du colonialisme, et il était normal qu'on les honore. Quoique, une personne comme Bouillet, par exemple, Ravine Bouillet. Une personne comme Bouillet, c'est une personne que les Français ont vomi. Oui. Il est dans le 5e chapitre de la Marseillaise. Oui. C'est quelqu'un que les Français ont vilipendé. Et tous ces gens, les Français les ont déjà oubliés. Ils sont, bien qu'ils aient écrit l'histoire, les Français les ont oubliés. Et nous, on est encore là à utiliser ces noms, à honorer ces personnes qui, franchement, ne le méritent pas. En tout cas, Imani, le public pourra découvrir que ta plume militante est toujours aussi acerbe. Malheureusement, on va déjà bientôt devoir se quitter, mais on va le faire quand même en musique, une petite note de douceur, puisque tu as choisi de l'opéra comme œuvre inspirante, à savoir la méditation de Thaïs, du compositeur français Jules Massenet. Oui. Donc, nous entendons une interprétation pour violon et piano. Il s'agit d'ailleurs d'un intermède particulièrement prisé par les violonistes solistes. Et il me semble que tu adores particulièrement écrire sur cette musique. Oui, j'ai eu du mal à choisir une musique traditionnelle. Je n'ai pas pu les départager. Et donc, je me suis tournée vers une musique que j'écoute depuis 30 ans, régulièrement, et qui me fait toujours... qui me permet toujours d'élever mon esprit. J'adore ce morceau. Eh ben, merci en tout cas pour la découverte. Et donc, on rappelle que ton nouvel ouvrage intitulé Dewa est disponible dans toutes les bonnes librairies. Partout. On va dire ça comme ça. Voilà, merci beaucoup, Imani. Avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.